bien. Donc, on va voir pendant cette présentation plusieurs points. Et ce qui serait bien, c'est que voilà, à la fin de cette présentation, on ait des idées un peu plus claires sur comment identifier les manifestations cliniques d'un Maid Lyme, diagnostiquer le Maid Lyme, traiter le Maid Lyme, la problématique du Lyme chronique et des symptômes persistants, et puis le rôle des co-infections. Donc, ça fait un programme assez chargé. On n'a pas beaucoup de temps, donc j'ai fait certains choix. Et surtout, je pense qu'il y aura de quoi éventuellement discuter à la fin. Donc, le diagnostic de borréliose de Lyme ou de maladie de Lyme, il est basé quand même sur 3 critères principaux, la clinique, l'exposition et la sérologie. Il y a un 4e critère qui peut être parfois utile, mais qu'il faut savoir utiliser dans de bonnes circonstances, c'est éventuellement le test d'antibiothérapie. Alors, l'exposition, Madame Sabatier en a parlé. Clairement, les tiques, il y en a quand même sur tout le territoire, hein. Vous pouvez regarder en effet la carte qui a été publiée par CITIC. Il y a quelques parties de territoire où il y en a moins, mais clairement, il y en a sur tout le territoire français. Ce qui est important, c'est de bien noter qu'il y a une vraie différence entre les États-Unis et l'Europe, car on n'a pas tout à fait les mêmes tiques, pas tout à fait les mêmes infections. Et donc, on ne peut pas faire vraiment de parallèle entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Et puis, en France, comme ça a été rappelé par Mme Sabatier, en effet, il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres par les tiques, avec une proportion de tiques plus importante. Et notamment, la Franche-Comté et la Bourgogne-Franche-Comté est une région où il y a beaucoup de tiques. Quel risque on a après une piqûre de tique? On essaiera de répondre à cette question. Sur la clinique, alors il y a des formes communes qu'on connaît bien, hein, parce qu'elles ont été maintenant étudiées depuis quand même plusieurs années, avec notamment l'érythème migrant, les atteintes neurologiques, dont la paralysie faciale est quand même la plus fréquente, et puis les atteintes articulaires. Donc ça, on reverra ça. Et puis après, il y a, on pourra dire, cette entité de ce qui est appelé Lyme chronique ou syndrome post-Lyme ou SPTT. On reverra un peu ça plus tard et voir comment on peut intégrer ces symptômes dans le cadre des maladies vectorielles à tiques et comment on peut essayer de les prendre en charge. Et puis enfin, il y a la sérologie. Alors, la sérologie, c'est une méthode diagnostique qu'on a, mais qui a malheureusement des limites. Et il faut connaître ces limites et il faut savoir interpréter cette sérologie. Le test antibiotique, il doit vraiment être réservé à certaines formes et réservé lorsque le doute est vraiment important. Et on verra dans quelles circonstances on peut éventuellement mettre ces antibiotiques. Alors, j'ai décidé d'imager un petit peu cette présentation par une patiente qui viendrait en consultation. Et clairement, c'est des questions qu'on a régulièrement en consultation. Donc là, il y a Martine qui vient nous voir avec son fils, fait piquer par une tique. Elle est très inquiète et elle a entendu dire qu'il y a de plus en plus de maladies de Lyme, en plus dans la région, et elle demande ce qu'on en pense. Donc, la maladie de Lyme, c'est lié à une bactérie, hein, donc la bactérie qui fait partie de la famille des Borrelia, donc Borrelia burgdorferi. Et dans ces Borrelia, il y a plusieurs types de bactéries. Alors, il y a juste une petite importance, encore une fois, parce qu'aux États-Unis, ils ont un seul type de Borrelia, tandis que nous, en Europe, on en a 3, ce qui fait qu'il y a des petites différences sur le plan clinique. Quand on regarde l'incidence de la maladie de Lyme en France, finalement, vous voyez, ça recoupe la densité de tiques qui a été publiée par CITIC, hein, et vous voyez que les régions les plus touchées, c'est le Grand Est avec l'Alsace-Lorraine, la Bourgogne-Franche-Comté, vous voyez qui n'est pas loin, Rhône-Alpes, et puis les régions du centre. Alors, quand on regarde une évolution de cette incidence depuis 2010, on voit finalement 2 périodes. Une période entre 2009 et 2015, et puis une augmentation, on a l'impression, de l'incidence entre 2016 et 2020, qui sont les derniers chiffres de Santé publique France. Alors, comment on explique cette augmentation? Est-ce que c'est lié à une augmentation des tiques et du coup des borrélioses de Lyme? C'est une hypothèse, mais l'hypothèse quand même la plus probable est le fait que les médecins sont de plus en plus formés et reconnaissent de mieux en mieux quand même l'érythème migrant qui est la forme principale de Maladie de Lyme, même si encore on se fait souvent piéger avec des formes parfois atypiques comme Madame Sabatier l'a montré. Mais c'est probablement pour ça que l'incidence est plus élevée.
Après, bien sûr, on ne peut pas éliminer que l'écologie des tiques changeant avec notamment le climat, la température et puis l'urbanisation, on est un peu plus de maladies de Lyme. En tout cas, on voit que c'est plutôt stable entre 2016 et 2021. Donc, elle a bien compris notre explication, mais elle est très inquiète. Et finalement, elle demande quel est le risque de maladie de Lyme chez son fils. Alors, quel est le risque après une piqûre de tique? Alors, ce qu'il faut bien comprendre et ce qui a bien été expliqué, donc il y a 3 stades de tique, la larve, la nymphe et la tique adulte. Donc, la larve peut en effet hériter des pathogènes de sa maman, si jamais elle en a, bien sûr. Mais classiquement, les tiques s'infestent, on va dire qu'elles s'infestent parce qu'elles ne sont pas malades, elles sont porteuses des pathogènes au moment des repas sanguins qu'elles font sur les mammifères. Et donc, plus elles grandissent, plus elles ont fait des repas sanguins et donc plus elles sont à risque d'avoir des pathogènes. Et vous voyez que finalement, plus elles vieillissent et plus il y a ce risque. Donc, vous voyez que la nymphe, c'est plutôt 10-20% de pathogènes qui sont contenus dans la nymphe et la tique adulte, c'est 20 à 40%. Le risque de transmission de ces pathogènes lors d'une piqûre de tique varie en fonction de plusieurs critères. La première chose, c'est éventuellement le rôle du temps d'attachement de la tique. Plus elle est attachée, et plus elle régurgite, plus il y a de risque qu'elle nous transmette ce pathogène. Mais c'est lié aussi au type de pathogène. Il y a certaines bactéries, virus ou parasites qui sont contenus dans la tique et qui vont moins passer dans le sang, en tout cas qui vont moins infecter l'homme lors de la piqûre de tique. Et donc ça, c'est le rôle propre du vecteur de la tique sur certains pathogènes. Donc, pour ce qui est de la borréliose de Lyme, finalement, vous voyez qu'en fonction des tiques, il y en a qui ne vont pas du tout avoir de pathogènes, et puis il y en a qui vont être en effet infestés, on va dire, ou colonisés par ces pathogènes. Et vous voyez qu'en France, à peu près, on est entre 0 et 40% des tiques qui ont des pathogènes. Donc déjà, il y en a la moitié des tiques qui n'en ont pas. Donc ça, c'est déjà plutôt une bonne chose. Après, ce n'est pas parce qu'elle a ce pathogène qu'elle le transmet lorsqu'elle pique et qu'elle fait un repas. Déjà, si jamais on l'enlève rapidement, il y a beaucoup moins de risques. Et puis, même si elle reste attachée, elle ne transmet pas forcément cette bactérie qui ne va pas infecter l'homme. Donc, on estime que sur une piqûre de tique, le risque de transmettre la bactérie est estimé aux alentours de 5% et probablement peut-être un peu moins. En cas de transmission de la bactérie, il y a 2 possibilités. Soit cette bactérie, elle va être contrôlée par notre système immunitaire, on va fabriquer des anticorps et on ne va pas faire de signes cliniques. On se débarrasse de la bactérie, c'est ce qu'on appelle des séroconversions asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on fabrique les anticorps, mais on n'a pas de signes cliniques de la maladie. Et puis après, on va pouvoir déclarer une maladie de Lyme, donc ça c'est dans 10 à 30% des cas, et on verra les formes cliniques principales. Donc finalement, sur 500 piqûres de tiques, on voit que dans 20 piqûres, on va avoir une séroconversion seule, c'est-à-dire une sérologie positive, mais aucun signe clinique d'infection, et dans 5 cas, une maladie de Lyme. Donc elle est un peu plus rassurée, mais elle a vu quand même apparaître une rougeur au niveau de la piqûre de la tique, et elle se demande si déjà, ce n'est pas une infection. Donc, la clinique de la maladie de Lyme, c'est clairement en première ligne l'érythème migrant. Pourquoi? Parce que la tique transmet la bactérie. À quel endroit? Au niveau de la peau. Et donc, ça va être son premier site qu'elle infecte, c'est la peau. Et donc, forcément, la forme clinique la plus fréquente de maladie de Lyme, c'est l'érythème migrant. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase précoce localisée qui peut apparaître de 3 à 30 jours après la piqûre de tique. Donc, pourquoi 3 jours? Parce que c'est le temps déjà qu'elle régurgite et qu'elle nous transmette la bactérie, que ça infecte la peau. Et donc, c'est important de voir que les érythèmes qui apparaissent tout de suite après la piqûre de tique, la probabilité que ce soit un érythème migrant est assez faible et on reverra après. Donc, ça, c'est la forme précoce, c'est 80% des cas. Après, on peut avoir ce qu'on appelle des phases disséminées qui peuvent arriver en même temps que l'érythème migrant ou qui peuvent arriver tout de suite sans qu'on ait vu même l'érythème migrant. Et donc, ces formes disséminées précoces, c'est principalement des formes neurologiques en Europe et un peu moins articulaires. Aux États-Unis, c'est le contraire, c'est plutôt articulaire que neurologique. Et on estime que c'est environ 15% des maladies de Lyme. Et enfin, il y a des phases disséminées tardives qui vont arriver des mois, voire éventuellement des années après la piqûre de tique. Et là, c'est surtout des formes cutanées particulières, notamment ce qu'on appelle l'acrodermatite chronique atrophiante,
et éventuellement des formes neurologiques chroniques qui sont extrêmement rares, mais qui ont été décrites. Et dans ce cas-là, on dit que c'est moins de 5% des maladies de Lyme. Donc, l'érythème migrant, c'est vraiment le diagnostic à ne pas louper. Le problème, c'est que là, vous avez un diagnostic facile, typique, mais comme on l'a vu tout à l'heure, il y a parfois des érythèmes migrants qui ne ressemblent pas à ça, avec parfois des formes triangulaires, parfois des formes où il n'y a pas d'évolution centrifuge, mais c'est plutôt un rond érythémateux de manière homogène. Ce qu'il faut retenir comme critère pour l'érythème migrant, c'est que toute rougeur qui ne gratte pas, qui ne fait pas mal et qui s'étend, qui a tendance à s'étendre sur plusieurs jours, est un érythème migrant jusqu'à preuve du contraire. Même si vous n'avez pas ce petit cercle bien joli avec le cercle plus rouge au milieu, toute rougeur qui s'étend et qui ne fait pas mal et qui ne gratte pas, c'est un érythème migrant jusqu'à preuve du contraire. Alors après, il y a des critères, bien sûr, qui nous renforcent dans ce diagnostic. Éventuellement, une rougeur qui apparaît au mois de juillet, clairement, une rougeur comme ça doit faire évoquer un érythème migrant sans aucun doute. Donc ça, c'est important de bien retenir ces critères-là et de faire attention, malheureusement, à des formes toujours atypiques. Donc, dans cette forme-là, c'est d'autant plus important de reconnaître la forme clinique que la sérologie ne va pas du tout nous aider. Donc, il faut vraiment savoir reconnaître cet érythème migrant. Une autre chose importante, mais qui n'est clairement pas, on va dire, tout le temps systématique, c'est la taille de cet érythème. Vous voyez, j'avais mis plus de 5 cm. Il faut savoir que l'érythème migrant, il peut être plus petit, et puis initialement, il peut faire moins de 5 cm et s'étendre plus tard dans les jours qui viennent. Donc, ces critères de taille, ce n'est pas un critère systématique, mais clairement, c'est plus évocateur. Voici sur quoi on peut avoir comme diagnostic différentiel principal. C'est en fait une réaction à tous les produits qu'injecte la tique initialement lorsqu'elle va piquer. Et on peut faire une petite réaction allergique au niveau de la piqûre de la tique. Et la grosse différence avec l'érythème migrant, c'est que c'est irritant, donc ça gratte, et ça apparaît tout de suite après la piqûre de tique. Donc, en général, nous, quand on voit ça et quand on nous demande un avis sur ces lésions-là, on dit que pour l'instant, il n'y a rien à faire, mais qu'on surveille bien et qu'en cas d'évolution, on n'hésitera pas à traiter. Alors, les formes disséminées précoces, je vous l'ai dit, la forme principale, c'est la forme neurologique, ça représente 10% des maladies de Lyme. Et en 1, c'est la paralysie faciale périphérique. Donc, c'est une paralysie de toute l'hémiphase qui touche l'œil et la bouche. Et clairement, sur une paralysie faciale de ce type-là, c'est pareil, entre juin et octobre, qui est la période d'activité maximum de la tique, il faut penser à une potentielle maladie de Lyme. La deuxième forme est ce qu'on appelle l'atteinte méningo-radiculite. Donc, cette fois, on touche le trajet d'un nerf, la racine d'un nerf. Et là, dans plus de 90% des cas, c'est douloureux. Alors, voici à quoi peut ressembler le trajet d'un nerf. Et je vous dis là où on se fait avoir et là où on s'est déjà fait avoir, c'est par exemple sur les métamères au niveau thoracique ou abdominal, donc des gens qui viennent pour une douleur thoracique, par exemple, ou une douleur abdominale, qui est initialement pensée comme une atteinte digestive ou alors comme une atteinte cardiaque sur une douleur thoracique. Et en fait, ce sont des douleurs neuropathiques et on se fait vite avoir parce qu'en plus, c'est hémithoracique. Et donc là, c'est moins facile à y penser. On s'est aussi fait avoir sur des névralgies cervico-brachiales. Donc, faire attention. Et puis, un autre classique, mais bien sûr, qui n'est pas fréquent, mais c'est les choses où on se fait avoir, c'est les douleurs de sciatique. Bien sûr, la sciatique, en premier lieu, c'est une hernie discale. Mais si jamais on est au mois de juin et qu'on s'est fait piquer par une tique une semaine avant, il faut penser au diagnostic de maladie de Lyme. Ensuite, c'est les formes articulaires. Donc, c'est beaucoup moins fréquent en Europe. Et là, c'est une articulation gonflée, chaude, qui est peu douloureuse. Et classiquement, ça touche le genou et c'est asymétrique. Donc, toute arthrite de genou qui n'est pas bactérienne, c'est-à-dire qui n'est pas apiogène, donc à staphylocoque comme c'est habituellement, il faut également penser à la maladie de Lyme. Mais c'est beaucoup moins fréquent en Europe qu'aux États-Unis. Donc après, il y a des formes qui sont encore plus rares, donc des formes cutanées qui sont surtout chez l'enfant, qu'on appelle le lymphocytome borrélien. Donc là, vous voyez, c'est une espèce de nodule ou plaque qui est en général rouge violacé et qui apparaît sur des territoires bien spécifiques. Donc, chez l'enfant, c'est le lobule de l'oreille. Et chez l'adulte, ça peut être au niveau de l'aréole mammaire. Donc, c'est assez classique. On en voit à peu près une fois par an, mais ça reste vraiment très rare. On peut avoir d'autres localisations. Donc, si vous voyez ce genre de nodule un peu rouge violacé atypique, notamment chez l'enfant, il faut y penser.
La dernière forme cutanée, qui est une forme également rare, mais c'est pareil, on en voit 1 à 2 fois par an. Et alors là, ça donne vraiment lieu à des errances diagnostiques parce que, en général, c'est des gens qui consultent pour, on va dire, de l'insuffisance veineuse, mais qui touchent en général qu'un membre. Et puis, ils ont ce diagnostic-là jusqu'à qu'il y en a un qui pense à une maladie de Lyme. Et vous voyez que on ne voit pas très bien, mais il y a cette coloration un petit peu rouge-violacée au niveau de la malléole, avec en fait une atrophie cutanée. Donc, si on touche, on sent que la peau est toute fine, avec un œdème qu'on voit là avec le signe de la chaussette, et une peau qui est un petit peu ridée. Et on peut avoir des douleurs neuropathiques, donc des dysesthésies, donc une sensation anormale lorsqu'on touche au niveau de la peau à cet endroit-là. Donc, si jamais vous avez des patientes qui se plaignent d'insuffisance veineuse ou d'un œdème de la jambe et pour lequel on n'a aucune étiologie, il faut penser à ce diagnostic-là. Et il y a quasiment tout le temps dans ces cas-là, vous voyez cette coloration un petit peu rouge-violacée de la peau, et c'est principalement au niveau des membres inférieurs. Ça peut toucher également les zones d'extension au niveau des membres supérieurs, c'est quand même plus rare, mais vous voyez que ça peut toucher les coudes, et puis également les mains, où vous voyez bien la différence entre les deux mains sur la photo de gauche. Alors, elle n'est toujours pas très rassurée, puis elle aimerait bien que vous lui prescriviez une sérologie, parce que comme ça, au moins, elle serait certaine que son fils n'ait pas de maladie de Lyme. Alors, la sérologie. Donc, pour bien comprendre la sérologie dans la maladie de Lyme, il faut savoir qu'elle se fait en 2 temps. Un premier temps qui est un dépistage. Le but de ce test est que s'il est négatif, on considère qu'il n'y a pas d'anticorps. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de maladie de Lyme, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'anticorps. Et on confirme ensuite si c'est positif ou alors si jamais c'est équivoque par un test de confirmation qui s'appelle le Western blot. Et là, l'objectif de ce test est d'éliminer les faux positifs. Donc, être sûr que la sérologie est vraiment positive et qu'on ait vraiment une production d'anticorps par notre organisme contre la bactérie. Donc, ce test, il est fait uniquement si le premier test est positif ou douteux. Pourquoi on ne le fait pas en première intention? Tout simplement parce qu'il est moins sensible que le test ELISA, c'est-à-dire qu'il y aurait un plus gros risque à ce que ça soit un faux positif si on le faisait dès le début. Donc, quand est-ce qu'on doit faire ces tests sérologiques? C'est là où ça peut compliquer un peu les choses parce que vous voyez que les premiers anticorps qui apparaissent, qui sont les IgM, apparaissent à peu près 3 à 6 semaines après la piqûre. Les IgG, eux, apparaissent encore 3 semaines plus tard, c'est-à-dire 6 à 9 semaines après la piqûre. Ce qui veut dire que pour toutes les formes de maladie de Lyme qui apparaissent précocement après la piqûre, donc c'est-à-dire l'érythème migrant et éventuellement la neuroborréliose, quand elle apparaît de manière précoce, la sérologie peut être négative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une sérologie négative? Ça aussi, c'est une autre chose à bien comprendre, puisqu'on a encore beaucoup de patients qui sont envoyés en consultation en mettant sérologie de Lyme positive, alors qu'en fait, non, elle est bien négative. Une sérologie négative, c'est quoi? C'est soit un ELISA négatif, soit un ELISA positif, mais le Western blot, qui est le test de confirmation, qui est négatif. Et donc ça, c'est bien une sérologie considérée comme négative. Une sérologie positive, c'est ELISA positif et Western blot positif. Attention, encore une fois, ce n'est pas parce que la sérologie est négative qu'on n'a pas de maladie, mais ce n'est pas parce qu'on a une sérologie positive qu'on est malade. La sérologie sert juste à détecter les anticorps qui ont été fabriqués par notre corps lorsqu'il a été mis en contact avec la bactérie. L'évolution après traitement, la sérologie n'a aucun intérêt car on va garder ces anticorps plusieurs années, voire pour certains à vie, et donc il n'y a aucun intérêt à suivre la sérologie. Donc vous voyez tout de suite le problème qui va se poser chez les gens qui se font beaucoup piquer par des tiques, qui vont avoir une fois une sérologie positive et puis 4 ans après, ils vont avoir des symptômes qui évoquent éventuellement une maladie de Lyme. La sérologie, cette fois, elle ne nous servira pas à grand-chose parce que quoi qu'il se passe, elle sera positive. Alors, la sensibilité du test sérologique, ça va dépendre du stade de la maladie. On a bien compris. Donc, vous voyez, si on schématise un petit peu les stades de la maladie, donc il y a l'érythème migrant qui apparaît, vous voyez, entre 0 et 1 mois après la piqûre, et puis la neuroborréliose et le lymphocytome qui peuvent apparaître aussi dans le mois qui suit la piqûre. Et vous voyez qu'ici, on a une fenêtre sérologique pour laquelle la sérologie soit ne servira à rien dans le cadre de l'érythème migrant parce que c'est trop précoce, ou soit il faudra faire attention à son interprétation, notamment si elle est négative. Donc, plus la forme clinique est tardive, plus la sérologie est fiable. Donc, en gros, l'érythème migrant, la sensibilité, c'est 40-60%. Donc, autant dire que autant jeter une pièce que de faire une sérologie. Sur les neuroborrélioses aiguës, vous voyez que la sensibilité n'est pas de 90% parce qu'il y a des formes qui arrivent précocement et donc où il n'y a pas encore d'anticorps.
Et par contre, pour les formes plus tardives, donc 100% en médecine, on est rarement sur du 100%, donc ce n'est pas 100%, mais clairement, on est entre 95 et 100% de sensibilité. Un problème avec la maladie de Lyme, ce sont les IgM. Donc les IgM, je vous ai expliqué, c'est les anticorps qui apparaissent en premier lors d'ailleurs de toute infection, mais également dans le cadre de la maladie de Lyme. Et ces IgM dans la maladie de Lyme, il faut se méfier parce qu'elles ont une sensibilité, une spécificité qui est plus faible que les IgG. Et il faut se méfier parce qu'en plus, il y a beaucoup de réactions croisées avec les IgM et d'autres infections. Et donc, c'est souvent qu'on a des faux positifs d'IgM. Donc, en pratique, si jamais vous avez un patient suspect de maladie de Lyme, vous lui faites une sérologie, elle est positive en IgM. Soit c'est un tableau tout à fait compatible avec une infection précoce, dans ce cas-là, vous traitez, soit c'est quelque chose où vous avez un doute, et dans ce cas-là, il faut répéter la sérologie 3 semaines plus tard pour voir si jamais il y a une séroconversion, et dans ce cas-là, ça confirmera d'un point de vue sérologique la séroconversion contre la maladie de Lyme. Donc, se méfier de ces IgM parce qu'il y a certaines personnes qui vont garder des IgM positifs à vie et qui sont en fait probablement des faux positifs, en tout cas des réactions croisées avec d'autres bactéries et d'autres virus qu'on voit, nous, classiquement, avec toutes les sérologies. Donc, les autres moyens diagnostiques pour les formes neurologiques, l'examen de référence reste la ponction lombaire. La ponction lombaire, c'est le seul examen qui va nous confirmer de manière certaine l'atteinte neurologique liée à la maladie de Lyme. Et comment on confirme ça? Par de l'inflammation dans le liquide cérébrospinal, donc ce qu'on appelle une méningite lymphocytaire, avec de l'inflammation dans ce liquide, et on recherche les anticorps dans le liquide cérébrospinal et on fait ce qu'on appelle une recherche de synthèse intrathécale, c'est-à-dire qu'on regarde si jamais il y a plus d'anticorps dans le liquide par rapport au sang. Et s'il y a plus d'anticorps, ça veut dire que la bactérie est principalement située dans le LCR et au niveau neurologique, et ça confirme le diagnostic de neuroborréliose. Donc, c'est comme ça qu'on confirme et qu'on est certain qu'une neuroborréliose est bien présente. Sur les formes articulaires, on peut avoir un syndrome inflammatoire qui est en général plus élevé par rapport à, par exemple, une arthrite septique. Et lors de la ponction du genou, on a un liquide inflammatoire avec, vous voyez, à peu près 20 000 globules blancs et une culture, bien sûr, standard qui est négative. Et on peut faire une PCR dans le liquide, mais finalement, cette PCR, vous voyez qu'elle n'est pas très, très sensible, 60-80%. Il y a même des études qui retiennent plutôt entre 40 et 50% de sensibilité. Donc, finalement, la PCR n'est pas l'examen vraiment ultime. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la clinique, la sérologie, qui par contre, dans les arthrites de Lyme, va être quasiment tout le temps positive, et ce liquide inflammatoire sans qu'on ait d'autres causes pour expliquer ça. Alors, elle a entendu dire qu'en Allemagne, il y avait des tests qui étaient plus performants, et elle souhaiterait que vous l'adressiez là-bas. Que lui répondez-vous? Donc, je n'ai pas inventé ces questions, c'est des questions qu'on a tous les jours. Alors, pourquoi utiliser d'autres tests? Ça, déjà, c'est une excellente question et il faut se la poser. En effet, je voulais bien montrer que la sérologie, finalement, c'est un marqueur indirect d'infection et qu'en plus, elle n'est pas très bonne lors de l'infection précoce. Et puis, on a toujours ces problèmes de patients qui ont une sérologie positive et puis après, ils vont avoir des signes cliniques, mais du coup, la sérologie, elle ne nous sert plus à rien parce qu'elle va rester positive. Donc, en effet, d'autres tests, ça serait vraiment intéressant. Pourquoi en Allemagne? Les recommandations allemandes, c'est exactement les mêmes que les nôtres. Ils proposent les mêmes tests avec ce qu'on appelle la sérologie en 2 temps, ELISA et Western blot. Et donc, pourquoi en Allemagne, ils auraient une meilleure sérologie? Donc, il y a en effet des tests qui sont utilisés dans des laboratoires privés en Allemagne et des tests qu'on appelle, nous, non validés, c'est-à-dire non validés sur le plan scientifique. Alors, quels sont ces tests? Il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle les tests de transformation lymphocytaire. Donc, en fait, on va regarder si les lymphocytes du sang, donc les globules blancs, certains globules blancs de patients, réagissent en présence de la bactérie et vont sécréter certaines molécules qui vont reconnaître la maladie de Lyme. Il peut y avoir des diagnostics au microscope électronique et puis il peut y avoir d'autres diagnostics, notamment la détection d'interférons qui seraient potentiellement plus présent chez les gens qui ont des maladies de Lyme. Alors, problème des tests non validés, qu'est-ce qu'on veut dire par non validé? Ça veut dire que tout simplement, on ne connaît pas la fiabilité de ces tests, c'est-à-dire que,
on ne connaît pas leur sensibilité et spécificité, c'est-à-dire est-ce que notre but pour un test parfait, c'est qu'il y ait le moins de faux négatifs possible, mais également le moins de faux positifs. Et finalement, on ne connaît pas du tout la valeur de ces tests-là. Donc, c'est toujours embêtant d'utiliser des tests pour lesquels on ne connaît pas bien leur pertinence lorsqu'on va nous rendre les résultats, c'est-à-dire qu'on va vous dire positif, mais finalement, est-ce que c'est un vrai positif ou est-ce que c'est un faux positif? Et quand c'est négatif, c'est la même chose. Alors, on a de la chance parce qu'il y a une étude extrêmement récente qui est sortie il y a un mois et qui a pu étudier justement ces tests qui sont ce qu'on appelle des tests cellulaires. Donc, c'est une étude prospective aux Pays-Bas où ils ont pris 271 patients avec une maladie de Lyme. Donc, c'est principalement de l'érythème migrant, peu de formes disséminées, ce qui est un peu dommage. En tout cas, c'est des formes qui ont été diagnostiquées de manière certaine par des médecins spécialistes. Et puis, ils ont pris 450 patients contrôle qui n'avaient pas de maladie de Lyme. Et donc, ils ont étudié 3 tests cellulaires qui sont ceux-là, qui sont les tests utilisés notamment dans certains laboratoires, et puis ils les ont comparés donc, à l'ELISA seul, qui est le C6 ELISA, et puis à ce qu'on se fait la stratégie en 2 temps, qui est l'ELISA Western blot. Donc, en termes de sensibilité, vous voyez que finalement, la sensibilité de ces tests n'est pas si mal par rapport à l'ELISA seul, et elle est moins bonne que l'ELISA Western blot, mais ce qui finalement est normal, d'après ce que je vous ai décrit avant. Vous voyez que le Western blot, forcément, on augmente la spécificité, mais on diminue la sensibilité. Donc, encore une fois, cette stratégie-là n'est pas bonne pour les formes précoces. Par contre, en termes de spécificité, on est vraiment embêté par ces tests-là. Vous voyez qu'autant que l'ELISA seul, il y a 93% de spécificité et 95% pour la stratégie en 2 temps. Mais par contre, pour les autres stratégies, on est entre 60 et 80%. Donc, dans ce cas-là, attention aux faux positifs, car on risque de rendre un résultat qui est positif alors que ce n'est pas vrai. Et quand on compare érythème migrant et forme disséminée, donc ça c'est extrêmement intéressant parce qu'en général, les gens qui vont faire ces tests-là en Allemagne, c'est des gens qui ont plutôt des symptômes qui évoluent depuis plusieurs mois, donc qui sont éventuellement des formes plutôt disséminées. Et on voit que finalement, dans ces tests-là, vous voyez que la sensibilité et la spécificité ne sont pas très bonnes pour les formes disséminées et elles augmentent pas entre l'érythème migrant et la forme disséminée, à part le e-spotline qui passe de 50 à 70%, sinon on reste avec des sensibilités assez faibles. Pour le test ELISA, vous voyez qu'on passe de 45 à 100%, et pour la stratégie en 2 temps, on passe de 21 à 92%, donc, ce qui confirme finalement l'intérêt de ces tests et voilà, la difficulté de ces tests lors des formes précoces, mais dans les formes disséminées, des sensibilités et spécificités qui sont extrêmement bonnes. Alors, le traitement, l'antibiothérapie, les recommandations. Donc, je vais aller un peu plus vite là-dessus. Donc, je vais juste vous rappeler les recommandations. Donc, il y a plusieurs recommandations qui, malheureusement, ne disent pas tout à fait la même chose. Il y a les recommandations de la HAS qui ont été faites en 2018. Et puis, il y a eu la publication des sociétés savantes qui a été faite en 2019. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont semblables. Et il y a quelques points de différence, notamment sur les tests diagnostiques et également sur les traitements, et notamment les traitements prolongés dans le cadre de personnes présentant des symptômes persistants. Mais il y a quand même énormément de choses qui sont semblables, et notamment sur les formes, on va dire, classiques de la maladie de Lyme et sur la thérapeutique. Et donc, l'érythème migrant, le traitement, c'est de la doxycycline pendant 14 jours ou de l'amoxicilline. Pour les neuroborrélioses, c'est de la doxycycline aussi. Donc, quand on a un doute dans la maladie de Lyme, on met de la doxycycline, ça marche bien. Et vous voyez que c'est 14 jours pour les formes précoces avec des symptômes de moins de 6 mois. Et quand on a des symptômes depuis 6 mois, c'est une neuroborréliose tardive, on fait 21 jours de traitement. Au cas où, si on ne peut pas mettre de doxycycline, notamment chez l'enfant de moins de 8 ans, c'est contre-indiqué, on met de la ceftriaxone en injectable. Pour les arthrites de Lyme, c'est pareil, c'est de la doxycycline, mais cette fois, c'est 28 jours. Donc, si vous avez un doute sur le traitement du maladie de Lyme, la doxycycline, ça marchera tout le temps. Ce qui change, c'est la durée en fonction du type d'infection. Alors, la problématique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est cette entité qu'on appelle Lyme chronique. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est le bon nom à avoir. Et puis d'ailleurs, elle a plusieurs noms. Mais en tout cas, ce sont des patients qui présentent des symptômes persistants. Et on discute de savoir est-ce que ça peut rentrer dans le cadre d'une maladie de Lyme ou non. Alors, voici le type de consultation que nous, on a également régulièrement.
Donc, Martine, elle revient et puis en fait, elle vous dit que depuis 5 ans, elle est très fatiguée, elle a des douleurs musculaires, parfois elle a des frissons, puis elle se plaint aussi de perte de mémoire, qu'elle a déjà vu 3 médecins, mais qui lui ont dit qu'elle n'avait rien, et puis ils n'ont rien trouvé de particulier. Elle a vu un de ses amis qui lui a dit que ça pouvait être une maladie de Lyme, et puis elle a été voir sur Internet, et puis elle trouve que tous ces symptômes correspondent en effet à une maladie de Lyme, et elle nous demande ce qu'on en pense. Alors, les signes généraux dans les maladies de Lyme, que ce soit dans les phases localisées ou disséminées, ça existe. Donc, il peut y avoir, par exemple, ce qu'on appelle des douleurs diffuses, donc articulaires d'ailleurs plus que musculaires. C'est à peu près dans 10 à 15% des borrélioses de Lyme, et c'est toujours comme signe associé dans ces formes-là. Donc, par exemple, ça peut être un érythème migrant avec ces douleurs-là. Donc, des douleurs diffuses sur une maladie de Lyme, ça, bien sûr, ça n'élimine pas le diagnostic, ça peut rentrer tout à fait dans ce diagnostic. L'asthénie, c'est pareil, ça rentre dans le cadre de borréliose de Lyme dans 10 à 15% des cas. Par contre, on n'en a jamais vu de manière isolée. De même, la fièvre reste un des symptômes possibles, mais vous voyez, c'est un symptôme qui est peu fréquent et c'est jamais isolé. Troubles de mémoire, troubles de concentration, c'est pareil, c'est des symptômes qu'on peut voir associés à la maladie de Lyme et qu'on voit régulièrement, notamment sur des neuroborrélioses. On voit que les gens, en effet, ils se plaignent de ça. Mais sur des troubles de la concentration isolés, c'est pareil, le diagnostic de maladie de Lyme ne va pas être évoqué en priorité. Donc, perte de poids, anorexie, ce n'est pas du tout les signes typiques de maladie de Lyme, et il faut absolument chercher un autre diagnostic. On a encore malheureusement trop de fois diagnostiqué des cancers chez des gens qui nous sont adressés pour suspicion de maladie de Lyme parce qu'ils sont fatigués et qu'ils ont perdu du poids. Voilà, ça peut arriver dans des formes très particulières, des formes atypiques, mais quand on perd du poids et qu'on ne mange pas, il faut quand même éliminer les autres diagnostics. Une fièvre isolée, ça doit faire évoquer un autre diagnostic, ou en tout cas, si on s'est fait piquer par une tique et qu'on a de la fièvre, il faut évoquer la maladie de Lyme, mais il faut aussi évoquer d'autres maladies transmises par les tiques. On verra ça juste après. Alors, quelles sont vraiment les choses finalement qui sont prouvées, on va dire, sur le plan scientifique? Quand je parle de prouver, c'est-à-dire avec des études de haut niveau de preuve, c'est-à-dire avec des études qui ont été faites, on va dire, soit de manière prospective, c'est-à-dire qu'on a pris des gens, on a regardé ce qui devenait dans le temps, et puis on a évalué de manière systématique les symptômes des patients, ou alors sur le plan thérapeutique, des études où on a pu mettre des gens dans des groupes de manière aléatoire et leur donner soit le bon médicament et un placebo. C'est ça qu'on appelle des études de haut niveau de preuve. Et pour l'instant, ce qui est prouvé, c'est qu'en effet, il y a des symptômes subjectifs ou objectifs d'ailleurs, on peut dire chroniques, parce que qui persistent pendant plusieurs mois après une maladie de Lyme. Et ça, on sait que ça existe et c'est estimé entre 10 à 30% des cas. Il y a certaines études qui montrent même 40% des cas. Ça va dépendre du temps, de la période où est évalué le patient. En général, plus il est évalué tardivement et plus ses fréquences de symptômes diminuent, mais en tout cas, ça reste quand même élevé. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, c'est certain. Par contre, ce qui n'est pas prouvé, c'est la persistance d'une infection active lors de ces symptômes persistants. Sauf dans 2 cas précis, qui sont l'arthrite de Lyme. On peut avoir des arthrites de Lyme chroniques liées à une infection persistante, ça peut se voir. Et dans le cas de l'acrodermatite chronique atrophiante que je vous ai dit tout à l'heure, où on arrive encore à avoir des gens 2 ans d'évolution pour lequel on arrive encore à trouver de la bactérie. On voit des publications et on peut voir des choses sur des borrélioses de Lyme qui ont été observées notamment au microscope sur des patients qui avaient des douleurs chroniques. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Le seul problème, c'est que ces études restent des études de cas cliniques et donc ce n'est pas du haut niveau de preuve scientifique pour affirmer que cela existe. Et en plus, le problème des microscopes, c'est que c'est très opérateur dépendant et que si jamais on veut que cette méthode elle soit considérée comme universelle et comme méthode de référence, il faut qu'il y ait plusieurs publications qui nous montrent ce résultat-là et qui nous le démontrent. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je n'ai pas dit que ça n'existe pas, j'ai dit que pour l'instant, la science ne l'a pas prouvé de manière formelle. La deuxième chose qu'on n'a pas prouvée, c'est l'intérêt des antibiotiques au long cours pour améliorer ces symptômes. On a maintenant plusieurs études qui sont des études randomisées, donc où les gens sont tirés au sort dans 2 groupes. Double aveugle, c'est-à-dire que personne ne sait, le patient ou le médecin, quel traitement on a, avec un traitement placebo sur des gens qui ont des symptômes persistants.
Et vous voyez que là, par exemple, il y a eu 28 jours de ceftriaxone versus placebo. On a amélioré la fatigue, mais pas les troubles cognitifs. Mais surtout, il y avait beaucoup d'effets secondaires dans le groupe ceftriaxone qui se passe en intraveineux. Une deuxième étude avec 51 patients. Alors, il n'y a pas beaucoup de patients. Hein, 1 mois de ceftriaxone et 2 mois de doxycycline versus placebo, pas de différence. Une étude de 57 patients avec 10 semaines de ceftriaxone versus placebo. Il y avait une amélioration cognitive à S12, mais par contre, plus du tout d'amélioration à S24. C'est-à-dire qu'elles ont retrouvé les mêmes états que les patients qui étaient sous placebo à S24. Et une étude, cette fois, qui est l'étude la plus importante qu'on ait fait dans ce genre de pathologie, qui est une étude multicentrique randomisée en double aveugle, avec cette fois 280 patients avec 3 groupes, antibiotiques plus plaquenil ou placebo pendant 3 mois. Et il n'y avait pas de différence sur les signes généraux et les troubles cognitifs à la fin de l'étude. Donc, voici résumé le tableau de fin de l'étude. Et vous voyez qu'à la fin de l'étude, il n'y avait aucune différence sur le score physique. Donc, bien sûr, cette étude n'est pas parfaite, elle ne représente pas tous les patients, mais en tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas de preuves sur l'intérêt d'une antibiothérapie prolongée chez des patients qui présentent des symptômes après une maladie de Lyme. Alors, je finis avec la dernière partie, qui est la partie sur les co-infections. Et donc, elle nous pose la question de savoir si jamais elle peut être testée pour des co-infections et si un traitement peut lui être donné. Donc, la tique, c'est un animal qui va être infesté, colonisé par de nombreux pathogènes, des bactéries, des parasites, des virus. Et là, je vous mets une liste qui est les pathogènes, on va dire, les plus importants pour l'homme. Donc, Borrelia burgdorferi, on en a parlé, c'est la maladie de Lyme. Il y a Borrelia miyamotoi, qui est une autre Borrelia, Bartonella encellae, Rickettsia, Coxiella burnetii, la tularemie, la babésiose, l'anaplasmose et le virus de l'encéphalite attique. Donc, ça fait pas mal. Et vous voyez que dans 40% des cas, la tique est porteuse d'au moins un pathogène et dans 20% des cas, elle est porteuse de plusieurs pathogènes. Donc, vous voyez que c'est un risque qu'on rencontre vraiment régulièrement. Mais attention, une tique porteuse d'un pathogène ne veut pas dire qu'elle va infecter l'homme. Et ça ne veut pas dire que lorsque cette tique-là vous pique, elle va vous transmettre la bactérie. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que les tiques que vous transmettez à six tiques, c'est purement pour l'instant pour de la recherche. Mais on ne peut pas vous dire, ah, votre tique, elle avait telle bactérie, tel virus dedans, donc faites gaffe, vous allez avoir tel virus, telle bactérie. Il y a eu des études qui ont essayé de regarder si ça marchait, mais ça ne marche pas. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il y a cette capacité, ce qu'on appelle vectorielle de la tique. Donc, est-ce qu'elle est capable, une fois qu'elle a ce virus en elle, de le transmettre à l'homme? Et elle n'est pas capable de faire ça avec tous les virus ni avec toutes les bactéries. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'elle peut être porteuse de bactéries, de virus et de parasites, mais qu'elle n'ait pas eu le temps de vous le transmettre parce que vous l'avez enlevé à temps. Alors, qu'est-ce que ça donne un peu comme symptômes, ces pathologies? Donc, Borrelia miyamotoi, ça donne des fièvres récurrentes. Donc, ça, clairement, on va le voir assez facilement, c'est-à-dire que c'est des fièvres cycliques. Et donc, les gens, ils viennent nous voir parce que toutes les 2 semaines, 3 semaines, ils ont de la fièvre. Bartonella encellae, c'est les griffes du chat. Donc, ça donne des ganglions et de la fièvre. Rickettsia, ça donne 2 formes, soit Rickettsia slovakia, ce qu'on appelle le Senlat. Donc, qu'est-ce que c'est? Ou Tibola, c'est une escarre d'inoculation. Donc, ça fait une croûte noirâtre, classiquement au niveau du cuir chevelu. Et puis, un ganglion dans le territoire régional, donc c'est plutôt cervical ou rétrocervical, avec parfois une traînée de lymphangite. Rickettsia conneris, c'est ce qu'on appelle la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Donc, comme son l'indique, c'est de la fièvre et des boutons et une éruption cutanée. La fièvre Q, ça donne de la fièvre également. Tularemie, ça donne de la fièvre et des ganglions. Babésiose, c'est ce qu'on appelle le paludisme autochtone. Donc, ça donne de la fièvre, une anémie, une thrombopénie, une splénomégalie. L'anaplasmose, ça donne de la fièvre et cytopénie. Et enfin, les virus de l'encéphalite attique. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de pathogènes que la tique peut transmettre. Bien sûr, elle ne les transmet pas à chaque fois. Il y a même certains pathogènes où on se pose encore la question, notamment Coxiella burnetii. On n'a jamais vraiment fait le lien entre la piqûre de tique et la maladie. Normalement, c'est plutôt transmis par les ovins et les bovins. Donc, il y a plein de choses. Mais ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que quand on regarde les symptômes cliniques de tous ces pathogènes, il faut éventuellement y penser s'il y a de la fièvre, adénopathie ou des signes neurologiques. Et là, on peut se poser la question d'autres maladies vectorielles. Les co-infections, c'est également une grosse question parce que les co-infections, c'est un peu comme la maladie de Lyme, les moyens diagnostiques sont divers et il faut bien faire attention sur le plan biologique
à être bien certain qu'on est dans le cas d'une co-infection. Si on prend par exemple le cas de la babésiose, dont je vous parlais tout à l'heure, les critères pour définir une babésiose, c'est des critères cliniques, bien sûr, donc la fièvre, frisson, asthénie, des critères biologiques, qui sont, comme je vous l'ai dit, le paludisme, mais en France, et puis des critères biologiques, qui sont une PCR dans le sang, on peut voir le babésia sur le frottis sanguin, ou alors une sérologie positive, mais ce n'est pas une simple sérologie positive, c'est une séroconversion ou une augmentation des IgG. Donc ça, il faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant « j'ai une babésiose, regardez, ma sérologie est positive ». Donc si vous voulez, c'est comme la maladie de Lyme, on peut avoir une sérologie positive sans avoir d'infection active. Il faut vraiment qu'il y ait plusieurs critères. Donc dans cette étude, ils ont fait une revue de toutes les études sur le sujet. Et finalement, le taux de co-infection, vous voyez, il est de 0,7 à 6% en Europe. Vous voyez, aux États-Unis, c'est beaucoup plus élevé. Il faut faire attention à une co-infection surtout, qui est la co-infection cadencéphalitatique, qui reste pour l'instant une infection un peu plus rare en France que certains pays européens, mais qu'on voit régulièrement en France, notamment dans certaines régions, donc les régions de l'Est, Rhône-Alpes, et on a vu 4-5 à Besançon. Il faut savoir que c'est un virus aussi qui peut être transmis par le lait de chèvre. Il y a eu une grosse épidémie aux alentours de Clermont-Ferrand sur de lait de chèvre non pasteurisé. Donc, c'est chez les gens qui ont été traités pour ces co-infections. Vous voyez que l'amélioration est quand même plutôt favorable dans un bon nombre de cas. Il faut savoir que la babésiose et l'anaplasmose, chez les gens qui sont immunodéprimés, ça donne des formes extrêmement sévères. Et vous voyez qu'il y a quand même eu 5 décès. Donc, en conclusion, le risque de borréliose de Lyme après une piqûre de tique, il reste faible après la piqûre de tique. C'est environ 2% des cas. Mais bien sûr, si vous vous faites piquer 10 fois dans la journée, ce risque il augmente. La forme clinique principale, c'est l'érythème migrant. La sérologie, il faut s'en méfier dans les stades précoces et elle est plus fiable dans les phases tardives. Mais bien sûr, ce n'est jamais du 100%. C'est rare que ce soit du 100% en médecine. Attention au risque de diagnostic par excès, mais au contraire, attention aussi de ne pas passer à côté d'une autre pathologie. Nous, on voit malheureusement l'autre côté de la barrière, c'est qu'on nous envoie des gens parce que voilà, ils ne savent pas trop ce qu'ils ont et on arrive avec des diagnostics. Mais au contraire, il faut faire aussi attention à la plainte et à la demande des patients, tout simplement parce que les patients, ils ont des vraies douleurs. Il faut savoir, je pense, rester humble, mais il faut faire attention aussi sur ce qu'on sait, où en est la science actuellement, et faire attention aux tests diagnostiques non validés, parce que l'interprétation, vous voyez, n'est pas si simple, et se méfier des traitements au long cours, tout simplement parce que ça donne des effets secondaires avec un bénéfice, en tout cas pour l'instant, dans les études qu'on a, qui ne montrent pas d'intérêt flagrant. Je vous remercie. Merci, Dr. Houillet. Merci, Kevin, de cette revue très exhaustive qui est fait au sein du service de maladies infectieuses. Il y a une thématique de recherche au niveau des maladies vectorielles à tic, ça fait partie un peu aussi de votre quotidien? Alors, il y a en effet plusieurs questions, et c'est des questions qui sont légitimes, parce que vraiment, les tests diagnostiques, c'est vraiment un problème dans la maladie de Lyme, et ça, tout le monde est bien d'accord. Pour l'instant, ce qui est validé comme test dans la maladie de Lyme, c'est la sérologie en 2 temps, c'est-à-dire la sérologie avec l'ELISA et le Western blot. Ça, c'est validé. Et après, on peut faire, enfin, une autre chose qui est validée, c'est dans les formes neurologiques, où on fait la recherche de synthèse intrathecale, donc après la ponction lombaire, ça, c'est des choses validées. Après, il y a des choses qu'on peut demander, notamment au CNR ou dans des labos spécialisés, qui sont éventuellement des PCR sur des liquides biologiques, donc dans le liquide articulaire, par exemple, ou dans le liquide céphalo-rachidien, mais avec une sensibilité, vous voyez, qui n'est pas très bonne, donc il faut faire attention aux faux négatifs. Et on peut faire aussi d'autres tests éventuellement dans le liquide céphalo-rachidien, qui sont des tests un peu plus sophistiqués d'hôpitaux, entre guillemets, ce qu'on appelle le CXCL13, qui est une molécule sécrétée par les lymphocytes et qui est un bon marqueur aussi des formes précoces de la maladie de Lyme. Mais dans le sang, pour l'instant, ce qui est validé en France, c'est la sérologie en 2 temps. Et il n'y a que ce test de validé. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, pour l'instant, on n'a pas d'autres tests. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont changé leurs recommandations récemment et ils préconisent, enfin, ils peuvent réaliser maintenant 2 tests ELISA. Donc, un premier test ELISA suivi d'un autre test ELISA parce qu'ils utilisent une nouvelle génération de tests ELISA qui leur permet d'avoir une très bonne sensibilité et spécificité. Donc, peut-être qu'en France et en Europe, ça arrivera dans les mois, années qui viennent, mais on gagne en sensibilité surtout sur les formes très précoces
donc éventuellement sur les érythèmes migrants, mais finalement, l'érythème migrant, ça reste quand même un diagnostic très clinique. Et si au pire, on a un doute, on répète la sérologie. Et puis, si le doute est vraiment important, on traite, quoi, hein. Il ne faut pas non plus passer par 50 chemins. Je veux dire, un érythème migrant, ça reste quelque chose de simple. Et si on a un gros doute, voilà, on peut aussi faire le traitement. La doxycycline, c'est un traitement qui est quand même bien toléré. Nous, on met juste un bémol en tant qu'infectiologue sur l'utilisation trop massive d'antibiotiques avec les conséquences que ça a, hein. Peut-être pas sur la personne directement, mais sur la population globale, avec un risque de résistance bactérienne qui augmente, hein, d'année en année. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on utilise vraiment les antibiotiques quand on est certain de leur efficacité et qu'on n'utilise pas l'argamanu pour éviter ce risque. Sur les études au sein du CHU, donc, nous, on fait partie de centres compétences, donc on est rattaché au centre de référence de Nancy-Strasbourg. On a fait des études sur, en tout cas, les consultations qu'on avait au sein du service. Et on voit bien la difficulté, hein, qu'on a lors de ces consultations sur des personnes qui viennent nous voir avec des symptômes qui évoluent de manière chronique et pour lequel le diagnostic de maladie de Lyme a été posé et sur lequel, sur le plan thérapeutique, antibiothérapie, vous voyez que nous, on est limité. On n'est pas limité parce qu'on ne veut pas prescrire antibiotiques, mais on a quand même des études pour nous dire que les antibiotiques, pour l'instant, en tout cas dans les études qui ont été faites, les antibiotiques utilisés sur des durées prolongées ne donnent pas de succès pour traiter ces formes-là. Donc après, encore une fois, on ne nie pas le fait que la maladie de Lyme peut donner des symptômes qui persistent après. La question, c'est sur le plan thérapeutique, est-ce qu'un traitement antibiotique ou un traitement autre peut améliorer ces symptômes? Pour l'instant, on n'a pas d'études qui valident cette façon de faire parce que les études qu'on a nous montrent que ça ne fonctionne pas bien. Il y avait une question, Kevin, sur est-ce qu'on pourrait un jour aller vers une vaccination? Ah ben, on l'espère, mais alors pour l'instant, toutes les études sur la vaccination contre le Lyme ont échoué, tout simplement parce qu'il y a plusieurs protéines dans la bactérie de la maladie de Lyme et on a du mal à cibler avec le vaccin une protéine qui permettrait d'être protégée. Et en plus, d'ailleurs, c'est un rappel qu'on fait également, ce n'est pas parce qu'une fois on a fait une maladie de Lyme qu'on n'en refera pas. On fait des anticorps, on a des anticorps, la sérologie nous montre bien, mais on peut refaire une maladie de Lyme. Donc, ça montre qu'en effet, qu'il y a un système antigénique assez complexe au niveau de la bactérie. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver de vaccins qui permettent de limiter cette infection. Il y a par contre une vaccination contre l'encéphalite atypique. Et vous avez parlé évidemment du risque de l'antibiothérapie générale en dehors de l'utilisation des antibiotiques. Est-ce que la borréliose, on pourrait craindre qu'elle devienne résistante aussi aux antibiotiques? Il y a déjà des formes de résistance décrites ou... Alors ça, c'est une autre question qui est extrêmement difficile parce que cette bactérie, on a beaucoup de mal à la faire pousser. Elle se cultive que dans certains laboratoires, sur des milieux très spécifiques. Pour l'instant, les études qu'on a sur plusieurs années n'ont pas montré de résistance sur cette bactérie, mais finalement, il y a très peu de laboratoires qui arrivent à la cultiver. Après, ce qui nous rassure, nous, sur le plan du traitement, c'est que quand on traite un érythème migrant, on n'a pas plus d'échecs actuellement qu'avant. On est toujours sur un taux d'efficacité clinique, hein. Le traitement d'une maladie de Lyme, ça reste clinique. Donc, c'est la disparition de l'érythème migrant sous traitement qui reste dans ce qu'on trouve dans les études depuis maintenant 50 ans. Donc, ça nous rassure. Et puis, si on la compare à finalement sa cousine, la syphilis, hein, qui est finalement un tréponème et qui est dans le même groupe, finalement, la syphilis, il y a également très, très peu de résistance aux antibiotiques. Donc, ce n'est pas pour le coup des bactéries qui deviennent facilement résistantes aux antibiotiques. Vous avez parlé, parce que c'est aussi une situation qu'on rencontre, et personnellement, plusieurs personnes m'ont déjà parlé de ça, de douleurs articulaires. Et cette arthrite, c'est une arthrite qui est fixe, c'est-à-dire j'ai une arthrite du genou, c'est toujours l'arthrite du genou, ou en fait, c'est une arthrite du genou, 15 jours après, c'est l'arthrite de la hanche. Est-ce que ça se présente comment, ces arthrites finalement chroniques ou récidivantes ou prolongées? Alors, sur les arthrites, c'est essentiellement le genou. En tout cas, c'est les grosses articulations. Chez l'enfant, ça peut toucher plusieurs articulations, mais en tout cas, chez l'adulte, c'est surtout le genou et monoarticulaire. Et quand ça récidive, c'est sur la même articulation.
Il y a toujours la question, et il y a des spécialistes, hein, les Américains sont vraiment spécialisés là-dedans parce qu'ils en voient plus, de savoir sur les récidives d'arthrite, est-ce que c'est lié à la bactérie qui persiste et qu'on n'a pas assez traité, ou est-ce que c'est lié déjà à des mécanismes inflammatoires qui ont été induits par la bactérie et qui, du coup, vont donner une atteinte articulaire inflammatoire au niveau de ce genou. Donc, les recommandations actuelles, c'est on traite une fois, ça revient, on traite une deuxième fois, ça revient, on traite comme un rhumatisme inflammatoire. Et il y en a certains même qui disent que dès la première récidive, on discute même de traiter comme un rhumatisme inflammatoire, donc par des immunosuppresseurs. Comme si ça avait été le trigger d'une inflammation qui après s'autonomisait. Exactement. Ok, ben on va conclure avec une dernière question pour voilà. Est-ce qu'il y a finalement une approche un peu globale de ce malade chronique qui pourrait avoir une pathologie une chronique? J'ai vu un des correspondants parler d'huile essentielle, mais on va essayer d'élargir un peu le débat. Est-ce qu'il y a la place pour autre chose, des oligo-éléments, des compléments, des huiles, ou est-ce qu'aujourd'hui tout ça, ça reste d'un peu de chacun, mais pas vraiment de grande démonstration? C'est quoi l'approche qu'on pourrait avoir autour de la globalité du malade, quoi? Ça, c'est une très bonne question et je pense que ça ne s'arrête pas qu'à la maladie de Lyme. Le problème de l'homéopathie, des huiles essentielles et de ces thérapeutiques entre guillemets moins consensuelles, c'est qu'on a finalement très peu d'études sur ces traitements-là. Et donc, c'est difficile, en tout cas, si on veut se baser sur des preuves scientifiques pour dire que ça fonctionne. Après, pour le coup, on a des études pour dire qu'en tout cas, les conséquences de ces traitements-là, ce n'est pas la même chose que de mettre des antibiotiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire soit des allergies graves avec les antibiotiques et puis un risque de résistance aux antibiotiques. Donc moi, les patients qui viennent me voir, qui me disent qu'ils ont une maladie de Lyme, mais que sous traitement, huile essentielle et homéopathie, eh ben, ça les soulage et ça va mieux. Mais je leur dis, mais bien sûr, mais continuez, il n'y a aucun souci et il n'y a aucun problème. Après, si on me demande, j'ai une maladie de Lyme, et est-ce que vous pouvez me donner des huiles essentielles pour me traiter ça? C'est plus compliqué parce que clairement, on n'a pas d'études, en tout cas scientifiques, pour faire ça. Après, si jamais on a éliminé les autres causes et puis que moi, ils me disent je vais aller voir mon homéopathe, je leur dis mais allez-y à fond, essayez, quitte à ce que vous essayez, puis nous on se revoit pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres maladies qu'on puisse traiter avec entre guillemets des médicaments plus usuels. Mais voilà, moi je ne suis pas contre du tout cette prise en charge-là, mais si on regarde bien sûr l'efficacité, en tout cas entre guillemets scientifique, on est limité. Eh bien, en tous les cas, c'était passionnant. On aurait pu certainement prolonger encore. Kevin a fait un exercice de style en balayant très largement cette pathologie dans son expression clinique. Madame, avec votre présentation, je pense que l'ensemble des participants ont pu avoir une vision vraiment très large de cette maladie vectorielle, la maladie de Lyme. Eh ben, en tous les cas, on vous souhaite une très bonne fin de soirée et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire sur un autre sujet. Voilà, merci à tous pour votre participation. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, madame.